Bien, bien, bien. Bonsoir, puisqu'on peut... Excuse-moi. Oui, bonsoir à tous. Enfin, bonsoir, bonjour, je sais pas. Merci à Renaud de m'avoir invité, enfin en tout cas d'avoir fait cette presse sur Kubernetes. Moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu un côté un peu plus pratique de ce qui est possible de faire. Chez ITF1, donc si c'est possible chez ITF1, j'ai envie de dire que c'est possible dans pas mal de sociétés. On n'est pas une société ultra techie, donc voilà. Rapidement une présentation. Donc Raphaël Mazelier, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça fait 15 ans que je suis un peu dans ce business de sysadmin, netadmins, etc. Et donc maintenant, je suis responsable infrastructure chez ITF1. Donc j'ai une trop grosse équipe de 10 ou 12 personnes. C'est un peu compliqué, mais voilà. Et donc, Kubernetes chez ITF1, et oui, c'est possible. Voilà. Merci. Applaudissez pas, il y en a pas mal des comme ça. Donc, non mais, un an plus tard, parce que ça fait effectivement, même maintenant plus d'un an, ça fait un an et je dirais 4 mois qu'on fait du Kubernetes chez ITF1, et on pourrait dire un bilan. Un bilan mitigé? Non, non, non. C'est une blague interne. Un peu de contexte. Donc ITF1, qui sommes-nous? On est une entité assez séparée. Nous, on aime bien se dire qu'on est séparé de TF1. Quasi start-up qui est en charge des sites web de TF1. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le site tf1.fr, lci.fr, des sites web sur de la VOD, enfin des trucs comme ça. Quelle est la particularité? On fait du web, hein, comme pas mal d'autres personnes. Notre grosse particularité, c'est qu'on fait de la vidéo. Un petit peu comparable, donc c'est les mêmes métiers que M6 Web. Bon, ça c'est un peu classique, FTV Plus, Molotov, pour ceux qui connaissent. Donc on a pas mal de connaissances en commun avec Molotov et aussi Dailymotion. En termes de trafic, on peut se comparer à un quart de Dailymotion, ce qui est mine de rien pas rien. Donc ça veut dire que par exemple on a un pic de 180 gigabits seconde sur notre plateforme. Donc c'est à la fois peu et beaucoup. Sur les lives, on fait beaucoup. Et on a des sites web où on se tape régulièrement beaucoup de hits secondes. Surtout quand on a des annonces antennes pas prévues et qu'on se fait défoncer. Mais bon voilà, donc c'est des sites web à fort trafic, on va dire ça, moyen fort trafic. Un peu de contexte toujours. Moi ça fait pas extrêmement longtemps que je suis chez ITF1, ça fait 1 an et demi à peu près. Et donc le move a commencé un petit peu avant mon arrivée, mais bon. 2 ans en arrière, avant Kubernetes, c'est quoi la stack chez ITF1? Donc c'est très classique. C'est une infra, c'est 300 serveurs on-premise, on a une belle suite chez Equinix. D'ailleurs, j'ai jamais vu un truc aussi bien câblé. Donc si vous voulez aller voir un truc câblé au cordeau, c'est vraiment incroyable. Des serveurs full HP, du VMware avec du SAN, du NAS, une infra qui est au final classique, mais super bien foutu, robuste, zéro problème avec. Voilà, avec alors 99% de CentOS, donc on doit même un peu plus. On a 99,9% de Linux CentOS, avec quelques malheureusement Windows quand on n'a vraiment pas le choix, mais c'est vraiment pas notre ADN. Hein. On fait du web avec du Linux, du Nginx, des trucs normaux quoi. Le déploiement, donc ça c'est le déploiement, on le faisait classiquement comme un peu tout le monde encore, Puppet, et puis maintenant on est passé sur Ansible pour une raison que je vais expliquer. Le résultat, au bout de cette belle plateforme qui a 3-4 ans, c'est 1200 VM. Et moi je mets un petit smiley négatif, je suis pas content parce que 1200 VM pour faire ce qu'on fait c'est 1000 fois trop. C'est juste pas possible, pour moi c'est un fail. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on faisait tourner sur ces belles VM? Donc une 50aine d'applis. Alors voilà, ça aussi c'est trop. Donc c'est des applis qui composent des sites web ou de l'IPTV ou des trucs un peu exotiques, avec une stack un peu legacy, donc du PHP. Donc ça, on peut retourner sur du 5.3. On a arrêté le PHP. On a fait le move vers du full Node.js. Voilà. Je devrais pas le dire, hein, mais bon, c'était pas forcément le bon move à faire. Mais bon, voilà. Et puis maintenant, on a repris un peu raison et on recommence à faire du Go.
pour les back-end. Les middle, on va peut-être se laisser le choix de le faire en Go ou encore en Node.js. Ça dépendra des compétences dev qu'on trouve. Et Dieu sait que c'est difficile. Et sur ces belles applis, des méthodes de déploiement diverses et variées, du Capistrano quand c'était bien, du Puppet quand c'était nous qui le faisions, et sinon des beaux shell scripts, voire rien du tout. Bref, vous pouvez voir un peu le wild que c'était. Et alors c'était une des grosses problématiques, c'est qu'on avait quelques grosses applications, mais alors des vrais monolithes, des vrais trucs, beaux gros blocs de pierre. La plus représentative, et c'est un petit peu ennuyeux pour nous, c'est l'application qui sert le site tf1.fr, ou qui s'appelle, j'ai mis MyTF1, mais elle s'appelle Wolverine en fait. Bon. Une appli quand on la déploie, ça déploie 1 gig. Je ne sais pas pourquoi, c'est du Node, donc il y a toutes les dépendances de la Terre dedans. Je peux même préciser que c'est du Node 0.10, donc s'il y en a qui... Il y a des gens que ça... Voilà. Je vous rassure, on est conscient de tout ça. Et donc, ça change. Et donc, c'est une appli qui fait tout. Donc, elle fait le front, elle fait le back, elle fait aussi les jobs. Alors, je ne vais même pas vous expliquer comment c'est fait parce que là, vous allez mourir de rire. Donc c'est pas Et qui fait aussi le café, quand ça se passe bien. Bon, les problèmes, vous les connaissez, évidemment. Là, il y a trop d'applications, trop de méthodes de déploiement. Donc, moi, je suis à la tête de l'équipe Ops. Donc, elle passait son temps à faire des mises en prod. Donc, ça nous prenait un temps infini. Il n'y avait pas de test, évidemment, pas de test unitaire, pas de test fonctionnel, on oublie tout ça. Maintenance infernale. Et puis sur les applications monolithes, vous pouvez imaginer comme c'était très très facile de passer une version sans qu'elle arrive avec 10 000 régressions, c'était insupportable. Donc, à un moment, une décision a été prise donc à la DTD, donc c'est mon entité, on arrête, on brise le monolithe et on fait du microservice. Alors c'était la mode, mais ça reste une bonne idée quand même. Là, on l'a, notre beau gros monolithe, et puis on va essayer de le découper. Alors, la réflexion qui s'est faite, c'est un moment qui dit microservice, dit container. Alors, on ne va pas revenir sur ce qu'est qu'un container, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est une illusion. Mais dit Docker, parce que il faut bien choisir une techno pour faire du container, et donc à l'époque. Et donc, il y a eu un double move, un peu malheureux, on va dire, c'est qu'on a décidé à l'époque de faire OK, allez, on va sur Docker et on va sur le microservice en même temps, sans trop évaluer la situation, mais on y va. Au moins, on est volontaire, c'est bien, c'est cool. Le premier essai, donc sans Kubernetes, sans aucune techno d'orchestration, ça s'est terminé par un truc relativement affreux qui donc effectivement les développeurs nous faisaient nous donnaient des conteneurs Docker, des images Docker. Et par contre en prod après on les flattenait et puis on les exportait sur des VM à coup de, alors je sais plus c'était quoi, mais je pense que c'était du Capistrano. C'était affreux. Bon bref. Le pire, et donc c'était aussi un premier essai sur une application microservice. Une application qui faisait l'authentification du site. Ok, ça s'est terminé par 40 microservices, je crois. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça n'a aucun sens. Le résultat, c'était 150 VM pour une seule application d'authentification qui ne marchait pas au final. Et, avec une configuration spaghetti incompréhensible. Voilà. Gouffre à performance, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc je pense qu'on vient de finir. Donc il doit rester une VM de chaque composant pour faire des exports et c'est tout. Donc il nous en reste plus que 15 VM. Bon voilà, énorme fail, comme vous pouvez le savoir, que vous pouvez vous en douter quoi. Bon, allez hop. Donc on s'est arrêté un petit peu, 30 secondes, on s'est dit réfléchissons, qu'est-ce qui s'est mal passé dans cette histoire. Le premier besoin, c'était d'avoir un orchestrateur. On peut pas faire du Docker sans orchestrateur. J'en entends ici ou là qui disent on va faire du Docker ou du LXC sans orchestrateur. À mon avis, c'est une véritable erreur. On perd 99%, pas 99%, mais 50% moins de l'intérêt de faire du conteneur ou du Docker si on extrapole. Donc on a testé Mesos, Marathon, ça ne nous convenait pas, c'était compliqué, bon bref. Et on a trouvé Kubernetes début 2016. Très rapidement, on a pu poker. Ça a marché directement. Et puis, comme on est des fous, on a fait OK, allez, direct go prod, parce qu'on réfléchit, mais pas trop quand même. C'est facile, hein. Et là,
Chez TF1, ça c'est comme ça, voilà. Donc c'est bon. Alors SpongeBob, il est pas chez TF1, mais bon, voilà. Bon. Mais bon, c'est magique. Et voilà, c'est magique, ça a changé notre vie. Bon. Non, ça a résolu quand même pas mal de soucis. Donc, qu'est-ce qu'on a de déployé aujourd'hui chez TF1 sur Kubernetes? Donc on a 5 clusters. Donc on a un cluster on-premise, donc sur notre belle plateforme de VM. Donc c'est du Kubernetes over VM. Donc ça fait une double couche, mais bon, ça c'est un choix. Sur du CentOS. Donc ça aussi c'est un choix. On avait 99% de CentOS. Bon, on n'a pas estimé très nécessaire de se pencher sur la question des micro-OS. Sachant que, enfin, honnêtement, l'OS qui fait tourner les Docker, c'est vraiment, pour moi, à mon avis, un détail technique. Tant qu'on a la bonne image de kernel et puis les bons applicatifs, CentOS, CoreOS, on s'en moque. Donc un cluster d'intégration, parce qu'on aime bien quand même, on est fou, mais on aime bien séparer les environnements. Donc intégration, où les devs ils font toutes leurs popotes. Donc un master, une vingtaine de nodes. Bon, enfin voilà, vous pouvez lire. Centaines de pods, 400 containers. La validation, c'est pareil, sauf que c'est censé être un petit peu plus carré. Le cluster de production ancien, mais en cours, enfin celui qui marche, quoi. Donc là, c'est 3 masters, donc en redondance. Voilà, donc s'il y en a un qui s'arrache, c'est bon. Voilà, beaucoup de CPU, beaucoup de RAM. Ça fait tourner à peu près, hein, parce que c'est pas les chiffres exacts. 400 pods, plus de 4000 containers. Alors on est encore très large, on est large. On est très large. On est encore très large sur le cluster. Honnêtement, on est pareil sur le déploiement de conteneurs, enfin, ou de pods, ou le nombre de réplicas à chaque fois. On est trop large. Il faut encore qu'on se repenche là-dessus. Mais bon, en même temps, on faisait du Node.js, donc bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'actualité? Oui, alors un nouveau cluster de prod, parce que là, on est sur une version ancienne, enfin une version ancienne qui date d'il y a 7-8 mois, quoi. Mais bon, à l'échelle Kubernetes, c'est très ancien. Qui est en cours de définition, déploiement, qui ne va pas révolutionner notre vie, mais bon, qui va apporter quelques trucs sympas. Et alors ça, c'est sympa. On a fait... alors, j'ai dit qu'il y avait effectivement une seule plateforme. Donc oui, c'est vrai, quand je suis arrivé, il y avait une plateforme on-premise avec du Kubernetes. Et on avait... Enfin, c'était mort. Hein. Enfin, disons que si on perdait donc, notre plateforme, qui est donc hébergée... c'est un gentil hébergeur à ciel brûlé. Bah, c'est fini, hein, on pouvait arrêter mytf1.fr, voilà. Et donc il y a quelqu'un intelligent qui a décidé à un moment à la direction de dire ah, ça nous paraît dangereux, vous faites quand même du business les gars, faites une plateforme de PRA, inventez-nous ça. Et on s'est dit bah tiens on va tenter de la faire sur AWS. Bon, c'était audacieux, mais alors bon, on a réussi. Alors, je vais pas m'étendre là-dessus, mais on a réussi et plutôt d'une bonne manière, dans le sens où on a fait de l'infrastructure as a code, mais réellement. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et surtout, par rapport à notre cluster Kubernetes de prod et celui qu'on a déployé sur AWS, bah, c'est la même chose. Et encore mieux, les applications, les applicatifs, donc les pods, enfin toutes les définitions qui sont déployées sur on-premise ou sur notre cluster AWS, bah, c'est les mêmes. Et ça, c'est magique. Enfin, là, pour le coup, là, c'est magique, bah, c'est logique. Hein, Alors, on a strippé quelques fonctionnalités, parce qu'on n'avait pas forcément besoin de tout remettre sur notre PRA. Je pense qu'on peut se passer de... Enfin, je sais pas quoi, j'ai pas d'exemple en tête, mais bon, il y a des fonctionnalités. Bon, la recherche, par exemple, la recherche sur le site, on l'a pas réintégrée. Bon. Et par rapport à enfin, bon, c'est lié à AWS, mais à Kubernetes aussi, ce qui est bien aussi, c'est que ça s'autoscale. Donc sur AWS, voilà, le cluster, il est là, mais il est présent, mais avec un master et 2 nodes, juste pour avoir toutes les définitions actives, plus l'accès à des data stores. Et c'est le minimum. Et quand on doit basculer, si on doit basculer, j'espère pas trop, et ben tout s'autoscale automatiquement. En vrai, ça marche. Et ça, c'est c'est vraiment un vrai succès. Alors, quelques petits détails d'un play. Donc, sur la méthode de déploiement. Alors, on en a parlé, Renaud en a parlé longuement, il en a parlé avant. Il existe plein de scripts tout faits. Alors là, on ne peut pas être exhaustif puisqu'il doit y en avoir à peu près un qui sort tous les jours. Donc KubeADM, Kops, Kubernetes, le dernier que j'ai vu hier soir, Kubernetes Everywhere. Non mais stop. Donc c'est super cool pour Bootstrap, un petit cluster si vous avez envie de jouer avec la techno.
Mais en vrai, non, quoi. Enfin, en vrai, ne le faites pas. J'ai envie vraiment de le dire, mais ne faites pas ça. Et puis surtout, c'est pas adapté. Enfin, si vous voulez faire de la prod, c'est juste pas adapté. Ça fait plein d'assumptions, comment on dit en français, de suppositions, suppositions sur ce que vous voulez. Moi, ça me plaît pas. Enfin, en tant que responsable de prod, j'ai pas envie d'outils magiques. Voilà, c'est ce que je mets derrière. On n'aime pas la magie. On a besoin de comprendre. On a aussi, enfin, tous ces scripts, ils font pas de tuning. Hein. Enfin, ils laissent les composants standards à peu près tels quels. En vrai, il faut quand même regarder un petit peu derrière. Par exemple, il y a faire des petits détails sur les rate limiters de l'API server ou ce genre de choses. Enfin bon, faut Kubernetes de hardware, la seule vraie méthode. La seule vraie méthode. Et si on n'est pas obligé de le faire comme ça après, mais au moins lisez-le. Ça se fait franchement en 4 heures, on monte un cluster à peu près redondant et en ayant à peu près compris ce qu'on a fait en lisant cette doc, quoi. Donc, à quoi ça aboutit? Parce qu'on l'a lu, c'était cool, mais on n'avait pas tout faire à la main. Et donc, au final, on a décidé de le faire via Ansible. Alors ça, c'est un choix. On avait du Puppet. Bon, moi, j'étais plus Ansible à un moment. J'ai pris une décision de chef. J'ai dit, OK, on va faire de l'Ansible. Pour une autre raison, c'est que toute notre plateforme sur AWS est aussi déployée via Ansible. Alors, je connaissais pas Terraform. Je l'ai vu juste après, quand on avait fini. Mince. Bon. Donc on-premise, pour déployer à la fois les masters et les nœuds, c'est du Foreman, puis un script Ansible qui déploie tout ça automatiquement. On peut popper un node à peu près en 10 minutes. Enfin, même pas, 5 minutes, quoi. Et sur AWS, c'est pareil, Ansible qui fait tout, avec en plus la magie des autoscaling groups qui fait que ça offre un INI et puis après ça pop. Et le truc bien, c'est qu'on a mutualisé le code Ansible qui fait ce déploiement à la fois des masters, des composants Kubernetes et des applicatifs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quelques petits détails sur les choix techniques. Le cluster etcd, c'est l'élément indispensable sans lequel rien ne marche. Donc 3 hosts, lanceur Docker. Alors ça c'est un vrai choix. C'est peut-être le seul truc qu'on lance pas dans Docker. Pourquoi, je ne sais pas. C'est encore discuté en interne. Bon, donc en cluster, évidemment. Si ça marche pas, il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà. Et alors, on parlait d'Inception tout à l'heure. Donc tout le reste est lancé via Kubernetes lui-même. Donc on lance les composants API Server, Scheduler, je ne l'ai plus le dernier, contrôleur, via Kubelet. Alors par contre, comme j'aime pas les trucs qui redémarrent en boucle au démarrage, c'est Kubelet, mais qui est un Kubelet spécial qui n'est même pas, connecté à API Server. Donc en gros, ça sera à peu près la même chose que de lancer Docker. Bon, mais au moins ça unifie les confs. Le network, donc quelques choix. Donc pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, on est sur du Flannel, donc c'est le modèle le plus simple qui nous a apparu. D'ailleurs, Flannel en Host Gateway, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de couche d'overlay. C'est le modèle le plus simple de ce qui nous a paru. C'est aussi le modèle le plus performant accessoirement, puisque ce n'est que du routage. Hein. Donc ça, c'était un vrai choix au départ. C'est relativement compliqué, Kubernetes. Ça va, mais bon. J'ai ménagé mon équipe, on va dire ça comme ça. Et donc, sur le network, on a fait le truc le plus simple et compréhensible. Ceci dit, on va peut-être regarder KubeRouter. On fait plus que le regarder. KubeRouter, rapidement, c'est un remplaçant de Flannel et aussi de KubeProxy. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après. Bon, c'est bien. Donc, on a des beaux clusters. Qu'est-ce qu'on fait tourner dessus? Parce que, bon, après tout, là, je vous ai dit, il y a 300 VM, mais bon, si ça se trouve, sur une cluster Kubernetes, on ne fait rien tourner. En fait, il se fout de nous, le mec. Alors, tout le site lci.fr est sur Kubernetes depuis la conception, donc ça nous a aidé. Donc c'est 10 microservices, donc en prod depuis la sortie du site. Je crois que c'était même, j'ai dit le 10 novembre, le novembre 2016, je crois que c'était un petit peu avant, mais bon. 10 microservices, c'est encore trop, mais bon, c'est un petit peu mieux que 40. Après, on a une trentaine de microservices qui sont un peu cachés, donc qui vont pas, que vous n'allez pas voir, mais que vous utilisez tous les jours si vous allez sur le replay TF1. Si tant est que vous y alliez, vous faites ce que vous voulez. Des
des choses qui vont, par exemple, vous aider à lire vos vidéos, ce qui est quand même sympathique, ou par exemple des gestions pour le DVR, enfin, bon, des microservices quand même à chaque fois très, je ne vais pas dire confidentiels, mais bon, très cachés, quoi. On va sortir le nouveau site de SVOD, MyTF1 VOD. Bon, il faudrait qu'on change de nom, mais bon, peu importe. Donc là, qui sort d'ici maintenant 2 semaines, j'ai envie de dire, avec 20 microservices. C'est toujours trop, mais bon, on apprend. Qui sort de la fin du mois. Donc là, ça comprend tout, hein. Back, front, library de paiement, etc. Enfin, c'est pour ça qu'il y en a une vingtaine, mais bon. TF1.fr. Donc le fameux monolithe, on est en train de le briser. On va passer folie sur du Node 6. Folie, oui, folie. Avant de tout fracasser, parce que de toute façon, on va arrêter de faire du Node partout, mais bon, on va étager, quoi. Qui va être éclaté en une dizaine de microservices. Donc là, ça marche en intégration, en validation, c'est cool. Et puis le passage en prod est prévu en décembre. Il faut absolument qu'on le fasse, parce que de toute façon, on n'arrive plus à rien déployer correctement. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, hein, c'est 90% de la production TF1 sur Kubernetes fin 2017. Les 10% restants, ça sera du legacy. Je pense que c'est des choses que nous allons faire mourir gentiment, sans s'attarder là-dessus. Ouais. Les applicatifs. Donc bon voilà, donc on déploie tous les nouveaux applicatifs. C'est un nom, il n'y a pas de choix. C'est imposé. C'est du Docker, c'est déployé sur Kubernetes. On brise les anciens monolithes, j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on déploie aussi? Alors on déploie aussi tout ce qui est type les middleware, donc j'ai dit RabbitMQ, on a du Kafka qui sont sur Kubernetes, tout ce qui est briques infra, type les caches web, donc on est évidemment très très friand de cache web, vous pouvez vous en douter, sur Kubernetes, donc Nginx, on a du API, enfin voilà. Alors un choix pour raison d'homogénéité. Pour le moment, on garde l'offload SSL en dehors de Kubernetes pour garder juste une parité entre notre plateforme on-premise et les ELB qui le font sur AWS. Bon, on va peut-être remettre ça en question. Et par contre, les data persistantes. Alors, accès aux data persistantes. Alors ça, aussi, c'est un vrai choix applicatif. On force tous les développeurs à arrêter de penser qu'ils ont un système de fichiers. Ça aussi, c'est fini. On n'a plus les applications n'ont plus de système de fichiers. L'interface standard, c'est du S3. C'est comme ça, et s'ils ne sont pas contents, ils vont voir ailleurs. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours aussi bien que ça, et donc on a du legacy, je dis beaucoup legacy, mais bon, c'est comme ça. On a du NFS legacy, donc avec Kubernetes, ça ne se passe pas si mal, mais il faut vraiment arrêter avec ça, c'est plus possible. Et alors, on en parlait tout à l'heure, donc effectivement, sur Kubernetes, on peut faire du stateful, ou en tout cas mettre les datas. Pour le moment, on a fait le choix de ne pas le faire. Donc tous nos data stores, nos données de référence sont alors pour la plupart sur du Postgre ou sur quelques bases MongoDB ou ce genre de choses. On ne le fait pas pour le moment. Donc ça peut changer. On n'a pas encore vu l'immense avantage de le mettre sur Kubernetes, sachant que c'est quelque chose qui est assez difficile à autoscaler, mine de rien, même si on y arrive par ailleurs d'une autre manière sur AWS. Mais bon, on est fou, mais quand même pas. Et alors Elasticsearch, alors là c'est en grande discussion, parce on faisait historiquement assez peu d'Elasticsearch, mais on va en faire maintenant énormément. Est-ce qu'on le déploie sur Kubernetes ou pas? Ce n'est toujours pas tranché. Pour que ça marche globalement, il faut avoir accès à des volumes persistants. Là, sur notre plateforme on-premise, c'est pas si simple. Alors autant sur AWS, ça serait réglé, ça serait cool, hein, parce que bon, au final, on pourrait dédier quelques nœuds Kubernetes au cluster Elasticsearch. Un container, c'est quoi? C'est un process, hein, donc un process Elasticsearch isolé avec son volume persistant, ça serait aussi cool que ailleurs, et puis ça unifierait en tout cas la configuration, le déploiement. Mais bon, comme on est on-premise, on n'a pas de solution magique. On regarde le vSphere Provider, mais ça a l'air bizarre. Bon. Donc voilà, Kubernetes, donc the good, un bilan. Donc qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'on trouve bien chez nous? Et qu'est-ce que ça a fait de bien chez nous? Donc l'orchestration facilitée des conteneurs, gestion des lifecycles, des conteneurs,
Oubliez même l'idée de faire du container, ou du Docker, ou appelez ça comme vous voulez, sans orchestrateur. Ça n'a pas de sens, je le pense. À part pour faire des POC, mais en production, ça n'a pas de sens. Alors ça, c'est vraiment un truc. Gestion des restarts, auto-monitoring. Donc ça, c'est aussi fondamental. Donc voilà, c'est auto-health, c'est quelque chose qui est magique. Un truc meurt, c'est auto-respawn, donc c'est du supervisor D. En gros, c'est ça, ou ce que vous voulez, ou même du système CTL avec un graceful restart, quoi. Mais c'est auto fait dans Kubernetes, on ne peut pas se passer de ça. Le scaling, oui, ça, évidemment, c'est encore bien plus facile de scaler une application en disant, OK, on passe de 3 à 30 réplicas, que de popper des VM, même avec un script de déploiement Ansible qui prend 2 minutes. Popper, je sais pas, 20 VM avec du Ansible, je sais pas combien de temps ça prend. Ça peut prendre 20 minutes. Là, scaler, c'est 10 secondes, quoi. Donc j'ai un exemple. Par exemple, sur le deuxième tour, dans le premier tour des élections présidentielles, LCI.fr, il y avait un microservice, parce qu'on n'est pas toujours très très bien organisé, on ne s'est pas douté de tout. Il y avait un microservice qui s'appelait Election Manager, qui gérait les élections. Bon, voilà, il avait été configuré avec trois réplicas, parce que c'est notre norme, puis voilà. De manière incroyable, le jour des élections, LCI.fr et les pages des résultats des élections ont beaucoup plus trafiqué que les autres jours. C'est fou, on aurait pu y penser, mais bon. Et bon, voilà, on a fait x30, on n'a pas cherché à comprendre, et c'était bon. Et ça a pris à peu près 10 secondes à la personne d'astreinte. En fait, on était quand même là. Non, c'était pas d'astreinte, mais on était là. Et voilà, et on a passé la soirée bien tranquillement, alors que sinon, il aurait fallu popper des VM ou faire je ne sais quoi. Bon. Alors l'API, alors ça, c'est vraiment le point le plus fantastique, le point fort de Kubernetes. L'API est juste simple et fantastique. Elle n'est pas fantastique cette API, mais elle est bien faite. Ça paraît fou de dire ça, mais bon, on a tellement vu des API que c'est n'importe quoi. Celle-là est juste normale. En tout cas, non mais en apparence, je veux dire, la couche d'exposition est normale, elle est utilisable. Je n'invite pas à lire le code derrière, parce que par contre, c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, on peut manipuler tout avec l'API. Si c'est pas prévu, si les outils Kubernetes, vous trouvez pas ce qu'il vous faut, vous pouvez le faire avec l'API. Donc il y a une possibilité infinie de faire ce que vous voulez. Par exemple, déployer tout à l'heure, on a parlé de définition des pods en YAML. En vrai, c'est un choix. Nous, par exemple, il y a les pods, il y a les jobs. Je l'ai même pas mis dans ma presse, j'aurais dû le faire. Les jobs, les cron jobs, on les déploie sans YAML. C'est juste un script Python qui crée le truc à la volée en parlant à l'API. C'est un truc qu'on a inventé, c'est pas mal. Je note le labeling. Alors comme tout truc moderne, on peut mettre des labels partout et les matcher. C'est moderne. C'est bien qu'ils y aient pensé, quoi. C'est un vrai plus après. Les autres pros, voilà. Création facile de nouveaux environnements, de dev et cloisonnement. Donc je ne sais pas si tu as parlé des namespaces tout à l'heure un petit peu. Donc voilà, namespace, alors ne pas confondre avec les namespaces Linux. J'ai des gens qui n'ont toujours pas compris ça chez moi. Rien à voir, mais bon, c'est vraiment la définition du namespace, quoi, un espace de nom séparé. Donc ça permet par exemple de créer un environnement pour je ne sais quelle appli, validation 2, parce que voilà, ils ont besoin de validation 2 pour mon appli. Et voilà, sans rien changer à la conf en dessous. Ça, c'est super pratique. Les fonctionnalités infinies, le toolkit de Kubernetes, c'est très complet. Je ne vois pas d'immenses trous. Donc voilà, tous les types de ressources qui sont déjà présents. L'abstraction, moi je trouve l'abstraction assez clean, assez bien faite. Abstraction entre quoi? En gros, entre une application ou même une définition d'une application, son runtime et ses services. Tout ça est abstrait. Il y a des couches d'abstraction, ils sont reliés. On peut dire que tel service va taper sur telle application, mais c'est quand même une abstraction. Et mine de rien, ça permet des trucs sympas, quoi. Comme par exemple, je sais pas, si on veut vraiment sauter d'une version à l'autre, on fait 2 déploiements en parallèle, et puis on peut dire, tiens, on move juste le service. Il y a d'autres manières, mais c'est un exemple qui me vient comme ça. Le service discovery, donc c'est included par défaut via kubedns.
Bon, voilà, enfin, on a dans nos configurations applicatives, bon, on dit, enfin, par exemple, je sais pas si on a un composant qui veut avoir API, je sais pas quoi, API, bon, bref, API truc, et ben, on a juste à mettre API truc, quoi, et ça va correspondre au service API truc. Voilà, c'est magique, il n'y a pas de DNS à faire, il va automatiquement se connecter aux instances de API truc. L'intégration dans notre continuous delivery, alors même si c'est en cours, alors c'est pas que Kubernetes, hein, c'est aussi l'application, enfin c'est aussi l'adoption massive de Docker, mais bon avant on n'avait pas, enfin clairement on n'avait pas de continuous delivery ou de continuous integration. Ça nous a permis aussi de refaire toute cette couche-là chez nous, et donc voilà, donc on pousse des images Docker d'intégration, on les fait tourner, on les lance dans le cluster de Kubernetes d'intégration, on les teste, tout ça via Jenkins avec un petit peu de scripting, mais c'est super simple. C'est un magnifique gain, quoi. Donc ouais, success story, bon bah oui, enfin, donc oui, ça reste une success story. Ah, j'ai mis secrets. Ah ouais. Ouais, pour moi, une des grosses réussites, c'est quand même le déploiement à l'identique entre notre cluster on-premise AWS. Ça, c'est vraiment sympa. Une des grosses réussites qui est en cours, enfin, c'est pas complètement fini, hein, c'est vraiment le couplage à notre chaîne de CI Docker. C'est du GitHub. Non, bon, dans l'ordre, c'est GitHub qui déclenche le build de Docker, plus des Jenkins files, etc. Mais bon, à la fin, on fait clic, 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 et c'est en prod. Enfin, en prod avec notre validation. Mais bon. Donc ça, franchement, c'est un espèce d'énorme win. Donc si on revient 2 ans auparavant, on n'avait rien de tout ça. Là, on est quasiment capable, enfin non, on est capable, pas toutes sur les applis, pas sur toute appli, mais sur, on va dire, à 50-60% des applis, de faire clic, 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 et c'est en prod, quoi. Le tout avec des tests, en ayant passé toutes les étapes. Bon, tout ça, c'est bien. Donc ça paraît super. Bon, bah, y a quand même quelques soucis. Donc the bad and the ugly. Alors, j'ai dit des cons, c'est pas vraiment des cons, c'est des choses à adapter ou des choses à faire attention, quoi. Le premier, et il n'est pas si anecdotique que ça, la technologie, quand même si elle est bien foutue et relativement simple, il y a quand même un palier, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un minimum requis assez élevé avant de pleinement la comprendre et de l'appréhender. Il y a beaucoup de concepts. Donc c'est pas forcément facile si vous avez des équipes qui sont un petit peu restées avec des concepts un petit peu anciens. Bon, voilà, il faut juste les fouetter, hein. Mais bon. Un petit problème interne marrant, ça. Alors celui-là, ne faites pas comme nous au départ. Les devs, ils avaient l'habitude ils commençaient à avoir l'habitude de faire du Docker. Donc ils ont fait du Docker Compose pour faire tous leurs tests, etc. Ouais, bon, ça c'est échec parce que du coup Docker Compose, ça n'a plus grand chose à voir avec Kubernetes. Donc ne faites pas ça. Forcez-les à installer du Kubernetes en local, et ça se passera bien mieux, parce que sinon on aura toujours la même discussion. Ah bah ça marche dans mon Docker Compose. Bah oui, super, je suis bien content. Un des points sur lesquels il faut faire attention, si je pense, c'est que c'est un écosystème qui est très mouvant, très actif. Franchement, il y a une annonce par jour. C'est compliqué. C'est pour ça que je dis qu'il faut réellement lire Kubernetes et Hardware pour comprendre d'où on part. Il y a des annonces. Bon, voilà, il y a une annonce il y a 2 jours qui dit OK, Docker va supporter Kubernetes. Fine. Il y a 1000 annonces dans tous les sens. Faites attention à ça. À mon avis, conservez le basique et essayez d'avoir la big picture. Et faites votre choix là-dedans. Ne tombez pas dans la facilité de prendre un provider tout fait, tout prêt, parce que vous allez être loqué après, enfin, à mon avis. Hein. Alors, un des points les plus que j'aborde, qui est peut-être le plus compliqué, celui qu'on a eu du mal à résoudre, enfin qu'on est toujours en train de résoudre, hein, le monitoring. Donc, qui dit microservice, avec Kubernetes ou pas d'ailleurs, hein, c'est un service distribué. Hein, et donc là, le monitoring, ça devient complexe d'un coup. On manque de visibilité de debug, bah oui.
L'auto-recovery, alors c'est ce que je disais, ça marche si bien. Bah, ça marche si bien que des fois, quelque chose peut planter en boucle derrière et pourtant le service est rendu. Donc c'est super. Alors j'ai noté un memory leak Node.js. Hein, alors c'est pas, bah oui, ça n'arrive jamais. Donc voilà. Donc alors ce qu'on voit, enfin bah, c'est pour illustrer ça. Hein, ce qu'on voit sur l'écran de monitoring, c'est OK, ouais, cool. Ce qui se passe sur le cluster. Est-ce que je peux, je ne veux pas le lancer. Ah, c'est dommage. Bon, enfin voilà. Bon, ben c'était un GIF animé. Et voilà. Et donc ça arrête pas de popper, machin. Et je suis un peu déçu là. Je voulais lancer mon GIF, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Ah, magnifique. Donc voilà, et donc c'est vert, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe sur votre cluster? Bah, c'est ça. Donc il y a des trucs qui se créent, il y a des trucs qui se détruisent, voilà, c'est un peu le bordel. Bon, ça peut être la réalité, ça peut être ce qu'on a vécu aussi. Donc le monitoring, donc bah oui, enfin du coup il faut se repencher un peu sur le monitoring. Donc qu'est-ce qu'on doit monitorer, comment? Donc bah il faut monitorer les ressources, les objets Kubernetes, et on n'avait pas forcément vu ça au départ. Donc tout l'état des déploiements, etc., nombre de restarts, etc. L'état des services. Enfin en vrai il faut à la fois monitorer, bon, c'est toujours la même chose sur le monitoring. Il faut à la fois monitorer le service externe s'il est bien rendu. Donc déjà c'est bien, hein, ça veut dire qu'on a fait bien notre boulot. Et chaque composant individuel et croiser les deux visions. Donc voilà. Donc tous ces points-là, bon, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais bon, ça permet d'avoir la vision infra de ce qui se passe sur le cluster. On a rajouté quelques petits trucs sur la conformité de création des pods. Parce qu'effectivement, bah, même suivant les personnes dans l'équipe, bon, bah, il pouvait y avoir quelques règles qui passaient à côté. Bon, bah, on a créé des petits scripts de conformité, quoi. Donc je pense notamment à tout ce qui est limite de mémoire CPU, des host selectors. Pour des raisons internes, on essaie de faire tourner les mêmes applis sur les mêmes nœuds, de sorte qu'elles ne se fassent pas bouffer par les autres, etc. Enfin bon, c'est de la conformité. Et donc on a un double monitoring, donc avec du Hipster, Grafana, FluDB, tout ce que vous voulez, pour avoir des jolis graphes, etc. Bon, alors après, ça c'est un avis, on pourrait en discuter longuement. L'alerting est à mon avis pas encore au niveau sur ce genre de tools. Et donc on a du Zabbix par ailleurs pour faire de l'alerting. Et donc ça nous a obligés, on a été obligé de créer plein de petits scripts Python pour monitorer tout ce que je cite au-dessus. Alors c'est rien, hein. Donc à chaque fois c'est 5 lignes de Python qui interroge l'API server, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire, le framework, ou je ne sais pas comment on peut dire en français, Python pour K8S, c'est juste simple et juste pratique à utiliser. Donc voilà, en 5 lignes on fait ce qu'on veut en général. The Ugly, le réseau. Donc on a dit que c'était bien le réseau sur Kubernetes. Moi je suis pas si d'accord que ça. Bon déjà c'est un écosystème qui est extrêmement mouvant. Bon alors il y a différentes définitions de ce que devrait être un réseau pour les containers. Donc il y a une guerre entre CNM qui doit être le modèle de Docker et CNI le modèle de Kubernetes. Bon alors ça ne nous concerne pas, mais bon ils essayent de faire des ponts entre l'un ou l'autre. Bon. L'intégration réseau n'est pas si simple à comprendre que ça. Enfin, moi, j'ai encore des gens dans mon équipe qui n'ont toujours pas saisi ce que c'était. Même avec le truc le plus simple possible, hein, Flannel, Host Gateway, enfin, bon, voilà. Et bon, alors ça, c'est un des trucs, c'est un kube proxy, bon, c'est bien, ça crée de l'IP tables, effectivement. Ouais, enfin, ok, ça crée de l'IP tables, bon, bah voilà, ça crée un jeu de règles sur un pauvre node qui a très peu de conteneurs, très peu de pods. Voilà, ça crée un jeu de règles de 3263 lignes, strictement incompréhensible. Ouais, moi ça me pose un souci perso, mais bon après. Le réseau aussi, toujours, la suite des joyeusetés. KubeDNS, donc c'est un composant qui est absolument indispensable. Donc, enfin, disons que si on ne le met pas dans Kubernetes, on se prive d'une des fonctionnalités les plus sympas, quoi, l'autodiscovery. Bon, l'implémentation, ou du moins ce qu'on trouve stock sur Internet, n'est pas forcément génial, et puis il y a eu quelques bugs dans SkyDNS. Donc au départ, l'implémentation, bah, c'était juste aucun cache, quoi, enfin rien, on met du SkyDNS direct. Et la récursion est aussi, alors c'est pas le bon terme, je vais faire assuré par SkyDNS aussi pour l'externe. Bon.
Plus quelques petits problèmes internes de conception des applis. Donc, ce qui fait que, alors je dis que bon, alors je dis on a réglé ça et puis ils ont aussi réglé ça dans Kubernetes. On a rajouté plein de caches de DNS mask et ça va mieux. Et notamment les récursions, pour l'externe, on passe pas par SkyDNS, ça n'a pas de sens, c'est pas fait pour. Mais bon, il reste quelques petits soucis. On a le principe. Un des petits soucis qu'on a rencontrés, alors bon, je spoil une des slides suivantes, mais on fait du log, on balance tous nos logs dans Greylog avec un nom DNS. Ouais, ça paraît pas fou hein, de se dire ok, superlogger.tf1.fr. Ouais, alors, sauf que l'implémentation qu'on en avait, c'était à chaque log, il faisait une interrogation DNS. Ça déjà, voilà, superbe. Et puis en plus, il y a des search lists enfin, ça crée automatiquement des search lists hein, qui sont du style, enfin, qui sont mal foutus, qui sont du style du plus précis vers le moins précis. Donc, si on a un truc avec namespace, .services, .cluster, .local, etc. Ce qui fait que, à la fin, une interrogation DNS pouvait en faire 10 en vrai. Donc bon, j'ai un moment, parce qu'on avait des problèmes de fou avec ça, donc j'ai fait des graphes. Je ne sais pas si ça se voit très bien. On ne les voit pas très bien, mais au départ, on devait avoir sur nos SkyDNS, voilà, 130 KI de seconde. Ça fait beaucoup. Ils n'aimaient pas trop. Ou alors il fallait en déployer un nombre délirant, ça n'avait pas de sens. Bon, après quelques fixes de search list un peu bizarres, plus avoir fixé nos lib keylog, c'est-à-dire faire une résolution DNS au départ et pas à chaque fois qu'on envoie un log. On est revenu à un truc un peu plus raisonnable de 8 kI de seconde. Alors ça nous a posé des vrais problèmes parce que de temps en temps, on avait juste les résolutions DNS dans notre cluster qui marchaient plus, quoi. Ouais, c'est bizarre, mais le DNS, on en a besoin quand même dans des applis, bizarrement. Bon. Oui, alors toujours sur... ouais, alors, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais... Bon, kubeproxy, donc ça crée plein de règles iptables qui sont stateless, donc ça, bon, enfin c'est iptables en même temps, enfin non, c'est un choix en fait. Il n'était pas obligé. Et donc le load balancing, il est fait de manière probabiliste. Donc en gros, je sais plus c'est quoi le truc dans iptables, mais en gros il balance, il fait du random à chaque fois quoi pour essayer de faire du load balancing. Donc s'il a, je sais pas moi, 10 pods, c'est du random en pourcentage. Alors, c'est peut-être acceptable pour le trafic intra-cluster. Alors après, bon, ça peut être acceptable. Mais après, il y a un problème chez nous, c'est que on a des load balancers de frontaux. Enfin, ça paraît, c'est assez logique. Et le problème, c'est l'exposition d'un service externe au cluster. La méthode pour exposer un service extérieur au cluster, une des méthodes en tout cas, c'est de définir un node port. Donc c'est un port élevé, high, qui est dans les 30 000. Et chaque node du cluster peut répondre sur ce node port et diriger le truc vers le bon service, mais au pif, toujours. Donc, alors, ça peut donner ça. Alors, bon, là je vous passe, j'ai fait un véritable exemple avec des IP, donc vous pourrez le lire après, mais globalement le trafic il arrive sur l'external LB, il arrive sur un des nodes, load balancé, alors peut-être avec un peu de hash, on ne sait pas, mais après ça va n'importe où. Et donc tout ça et donc si par valeur en plus le microservice proj 1, il a besoin d'un deuxième microservice derrière, et c'est pareil, donc on peut se terminer avec des triples boucles piquées, des triples loops infernales. Ça nous a posé des problèmes de scalabilité avec des anti-patterns du type remettre par exemple, refaire des pods avec tous les containers d'une application en ligne, ce qui est un anti-pattern absolu. Bon, je reviens en arrière. Une solution qu'on a on a inventé, c'est que, voilà. En fait, ce qu'on a fait, on a pris nos external load balancers, donc c'est des VM. Non, alors c'est parfois des VM ou parfois du bare metal avec du HA proxy ou du Nginx, peu importe. Et on a inventé un petit truc en Go,
parce qu'on fait, qui watch tout le temps l'API Kubernetes. Donc ça peut être assez similaire aux ingress, si ce n'est qu'on n'aimait pas trop le mécanisme d'ingress qui nécessite d'avoir des URL, ce genre de choses. Donc on l'a viré. Et donc voilà, et donc là, et on a mis aussi, en l'occurrence Flannel, mais ça pourrait être autre chose, sur le load balancer. Donc quelque part, on a étendu le réseau du cluster sur le load balancer. Et grâce à ce petit démon, eh bien, ça restart automatiquement notre load balancer type HAProxy à chaque fois qu'il y a une modification. Et donc lui, il connaît directement les IP des pods. Et il peut y aller directement maintenant, ce qui a une certaine... du coup, ça redonne ça, un trafic qui est quand même beaucoup plus symétrique et beaucoup plus maîtrisé. Et donc, on arrête les anti-patterns. Donc ça, c'est open sourcé, hein. C'est 200 lignes de Go, c'est moi qui les ai fait. Donc même si même moi, j'arrive à faire ça, c'est que c'est faisable. Pardon, excusez-moi. Je vais reparler un tout petit peu des applications. Parce que bon, là, on est dans un cas quand même assez particulier. Bon, ce qu'on maîtrise, ce qu'on fait, on n'est pas hébergeur, on maîtrise donc nos applicatifs. Et je pense que pour vraiment utiliser efficacement Kubernetes en production, il faut faire des applications qui sont prévues pour. Alors, je le mets, hein, ça ne sert à rien de faire rentrer une grosse application existante sans l'adapter. Il faut les casser, je pense, on pourra en discuter. Il faut des applications les plus stateless possibles. Bon, c'est pas toujours possible, mais il faut limiter le stateful à un endroit. Des applications instrumentalisées, ça c'est indispensable. J'ai une slide derrière là-dessus. On appelle ça des applications cloud ready, des trucs un peu modernes, quoi. Donc relire les 12 factor apps. Donc, si vous ne connaissez pas, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais allez voir les 12 factors apps, c'est une manière hype ou moderne de faire des applis de nos jours. Des microservices en tout cas. Donc les règles pour une application chez ITF1, donc elles sont mouvantes, hein, elles évoluent, mais utilisation d'une base d'image Docker très light. Alors Alpine c'est pas mal, hein, parce qu'on voit pas, comme on veut déployer rapidement, on évite de prendre des gros trucs, quoi. Ça sert à rien. Sinon après on a des problèmes sur la registrie qui devient immense et il faut faire du ménage. Les logs. Alors dans les 12 factor apps, ils disent de loguer sur stdout ou stdr. Eh ben nous on n'aime pas. On n'aime pas. On utilisait ça au départ avec du FluentD et on s'est aperçu que c'était un peu compliqué finalement de mapper, de toujours bien mapper le JSON en général qui était sorti sur stdout directement via FluentD pour l'envoyer au final dans Greylog. On a trouvé ça un peu naze. Et finalement, on a dit, non, on va faire autrement. Les applications vont directement envoyer les logs en Guelph à Greylog. Avec du XRequestID, alors ça c'est une convention, hein, mais il faut que toutes les requêtes soient traçables. Indispensable, parce que sinon on ne comprend rien, vu que c'est des applications distribuées. Si on n'arrive pas à tracer une requête de bout en bout, ça ne sert à rien. La configuration des applications, alors ça c'est aussi un sujet. Classiquement, une application, c'était un fichier de conf ou ce genre de choses. Ça ne matche plus trop avec le modèle Docker ou microservice, parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'on met la configuration dans l'image Docker. Donc ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on fait une modification dans la configuration d'une application, il faut recréer une image. Ça paraît un peu naze. Donc nous, ce qu'on préconise, mais ce qu'on impose en vrai, default.json, qui est effectivement dans l'image Docker, qui est toutes les configurations de l'application qui ne vont pas bouger, quoi, avec des règles métiers immuables. Environnement.json, donc staging, production, etc., qui sont aussi immuables, mais qui sont différents selon les environnements. Ça dans l'image. Et après, surchargeable, toutes les lignes toutes les clés de la configuration doivent être surchargeables par des variables d'environnement, qui du coup, nous, on peut les récupérer, on peut les imposer côté définition de nos pods. Et dans certains cas, on impose même aussi, quand ça doit être très dynamique, d'aller les mettre dans le TCD pour que l'application le watch. C'est un cas un peu particulier.
Autre chose indispensable, les applications doivent fournir quelques routes par défaut. Alors les plus indispensables, c'est liveness et readiness. Donc on va pas, enfin si on peut revenir dessus. Liveness, quand ça répond pas, notre ami Kubernetes, il tue le pod et il le restart sur place. Donc il faut que ça réponde. C'est l'auto-else. Non, c'est pas ça. Readiness, c'est un petit peu différent. Donc liveness, ça doit toujours répondre et ça doit faire un truc minimal, quoi. C'est est-ce que je suis en vie ou pas. Readiness, c'est un petit peu différent. Dans Readiness, on doit pouvoir tester un petit peu les dépendances. Et dans ces cas-là, si ça répond pas, on arrête de dire qu'on est prêt. Ça a remarqué. Enfin, vu comment ça s'appelle, c'est un peu logique. Donc Kubernetes ne tue rien, mais par contre, il arrête de donner du service à ce pod précis. Donc c'est important, donc, on essaie de le faire, c'est pas toujours bien fait, mais on essaie quand même de faire attention. L'autre route qui est fondamentale, c'est la route /metrics, qui chez nous expose des métriques, de manière incroyable, en format Prometheus. Alors on est très 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 grand fan de Prometheus. Ça pourrait faire l'objet d'une conf aussi, c'est un outil fantastique. Avant j'utilisais aussi du Influx, Prometheus, c'est encore un cran au-dessus pour moi. On impose de base, chaque appli, que ce soit en Go, elle include, c'est pas include, mais si, c'est peut-être include, je sais plus. Include la lib Prometheus, Node.js, etc., et que ça fournit au moins les métriques de base, plus si affinité les métriques métiers. Et des dashboards. Le développeur doit nous faire des dashboards dans Grafana. Bon, on peut l'aider. Des circuits breakers. Donc ça veut dire juste quoi? Ça veut dire qu'on impose aussi à tous nos développeurs de pouvoir activer, ou même automatiquement, si c'est possible. L'appli ne répond plus rien, mais on enlève une fonctionnalité à la demande ou sur toggle d'un switch. Donc moi je sais plus ce que j'ai comme exemple, mais si par exemple de la recommandation vidéo, donc c'est un truc qui à la fin de chaque vidéo va nous dire ah tiens, je vous recommande telle autre vidéo à lire. Bon, si l'appli est mal faite et que le truc il plante à la fin, ça va faire un truc tout moche. Mais bon, ça peut planter, quoi. Ça peut arriver. Si on met un circuit breaker et qu'il s'active automatiquement, le truc est propre, il n'y a aucune recommandation, mais ça s'arrête et c'est point à la ligne. Et donc ça, tous les microservices doivent implémenter ça. Pour nous, c'est fondamental. C'est lié à la résilience. La gestion des limites CPU mémoire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire des tests de charge, c'est fou, mais oui, des tests de charge, un peu de profiling sur ce qu'on livre. Et en gros, on a fait aussi un peu d'évangélisation sur les développeurs. Voilà, donc il faut qu'ils créent des applicatifs qui ont conscience qu'ils sont éphémères. Ils peuvent mourir, rien n'est sûr, ils sont sûrs de rien, quoi. Et le DevOps, ça, on va en discuter, il est responsable de créer et de gérer tout ça. Et aussi d'apporter son Jenkins file pour le déploiement. Alors ça ne veut pas dire qu'il le fait tout seul, bien au contraire. Ça veut dire qu'il le fait avec l'équipe Ops ou avec les architectes, mais c'est quand même lui qui porte la responsabilité de fournir tout ça. Et normalement, si l'application n'a pas tout ça, c'est juste un no-go et il repart gentiment sur son prochain sprint. Il y a des exceptions, hein, c'est vrai. Bon, et alors, avec c'est bientôt fini. Hein. Bon alors, le futur, les évolutions, donc chez nous, donc rester bleeding edge. Donc oui, faut qu'on reste, à l'écoute du marché, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment pas facile parce que ça snipe dans tous les sens. Le réseau, donc là, oui, Kube-router, BGP, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais ça nous paraît être une voie, la voie sur laquelle on va aller, ça va simplifier tout. CoreOS pour les OS, en fait j'ai dit que c'était accessoire, en fait j'aurais dû le virer. Ah, ça c'est plus intéressant, des services meshers, style Envoy, Istio, Linkerd, alors, je ne sais pas si ça vous parle. Donc là, on sait bien, on dit qu'on fait du microservice, on a déjà un peu d'autodiscovery, etc., circuit breaker. En fait, on a implémenté toutes les fonctionnalités
découverte ou de toutes ces fonctionnalités dans les applis. Il y a une autre méthode qui est de dire, OK, on prend un middleware de ce type-là et on branche les applis dessus. Donc on hésite. On hésite. L'avantage, c'est qu'on a une vue très centralisée de nos microservices. Et par exemple, ça permettrait d'activer un circuit breaker depuis une console centralisée. Ça nous permettrait de faire du debug bout en bout depuis l'interface de ces gentils trucs. Ça paraît sexy, après à voir, à étudier. Encore plus de monitoring, et encore plus d'autodiscover. Bon, ça, voilà, on n'en fera jamais assez. Un truc qu'on a poké, et ce qui est pas mal, donc, je sais pas, bon, vous connaissez forcément AWS Lambda, le mouvement de serverless, function as a service. Donc, bon, c'est vrai, on fait plein de microservices, mais des fois, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on n'a pas juste envie de balancer une fonction et qu'elle tourne? Nous, on pense que oui. Et Kubernetes, ben, aujourd'hui, il y a pas mal de petits projets qui se montent là-dessus pour provider du serverless over Kubernetes. Et du coup, c'est assez sympa. Donc, on en a poké quelques-uns et en vrai, ça marche. Donc, moi, enfin, quelques use cases que je pense, mais moi, par exemple, des scripts d'import. Alors aujourd'hui, les scripts d'import, bah, ça fait quasiment l'objet d'un projet, d'un microservice dédié. Enfin, je vois pas bien l'intérêt à ça. Des cron jobs divers et variés, bah, pourquoi pas les mettre là-dedans, quoi. Ou même. Bon, bah, ça, c'est la suite de notre roadmap, hein, tout migrer sur Kubernetes. Ça, c'est une autre roadmap plus compliquée, mais qui n'est pas vraiment liée à Kubernetes. C'est bon, on va faire de l'hybride. Hein. Aujourd'hui, on a un gentil PRA sur le cloud, sur AWS. Bon, c'est bien, mais en fait, en vrai, on va le rendre non PRA et ça va être du actif-actif avec notre plateforme. Et puis, bah, la dernière ligne, bah oui, qu'il est le legacy, j'en ai marre. Arrêtons avec ça. Donc, un bilan. Et donc, juste en une ligne, si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait? Oui. Oui, sans aucune hésitation. Ça résout vraiment pas mal de nos problèmes. C'est ni magique, ni parfait, mais quand même, ça a profondément changé notre manière de travailler, et plutôt dans le bon sens. Donc, bon, ça, c'est pas moi qui ai fait cette phrase, mais c'est un de mes collègues, mais c'est l'outil qui a rendu Kubernetes, qui a rendu possible, probable, le conteneur en production. On pense vraiment ça. Et c'est un outil qui nous aide à notre transformation interne, donc c'est DevOps Friendly ou un DevOps Helper. On y croit vraiment. Bon, je ne vais pas vous parler du délire DevOps, hein, vous le connaissez tous, mais bon, avec ce genre d'outil, on est pas mal. Et le dernier truc, bah, c'est ça. Donc ça, c'est notre mantra. C'est pas you build it, you run it. Non, c'est we build it et we run it. C'est notre mantra chez ITF1. Et donc voilà, j'ai pris cette photo. Voilà, on était gentiment en train de débugger quelque chose. En vrai, pas du tout. Hein. Mais on était en train de s'interroger, on est en train de chercher c'est quoi les états, les différents des états des ESL. Et on ne trouvait pas. Mais bon, voilà, non, mais c'était juste pour illustrer. Est-ce que vous avez des questions? Le cube. Je ne sais pas si je vais être aussi précis. Il marche? Ah oui, il marche. En fait, quand vous avez plein d'images, donc avec tout votre prod, comment est-ce que vous gérez quand vous avez une nouvelle CVE qui apparaît, par exemple sur une lib? Alors, comment est-ce que vous identifiez quel Docker et quelle image à quelle lib, etc., etc. La sécurité. Donc c'est un des gros sujets, donc je ne l'ai pas mis. Pour le moment, on est très mauvais là-dessus. Extrêmement mauvais là-dessus. Et honnêtement, c'est pleinement assumé de ma part. Moi, quand on me parle sécurité sur les conteneurs, j'ai envie de dire que ça change strictement rien par rapport à du on-premise ou par rapport au modèle VM. On le faisait pas on le faisait pas mieux avant sur des VM, on le fait pas pire sur du Docker. Bon, en vrai, ce qui se passe, c'est qu'on impose de tout mettre à jour tout le temps. Donc chaque nouvelle release est buildée avec le dernier truc. Donc ça règle en partie les trucs. Mais bon, clairement, je mentirais si je disais que la sécurité était une de mes préoccupations primaires. Non. Du coup, vous buildez vos images vous-même? Oui. Alors par contre, il y a zéro truc qui n'est pas buildé chez nous. Okay. Oui, non, ça c'est pas possible. Oui, pardon. Il marche vraiment ton PRA?
Ah, ça c'est une très très bonne question. Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai imposé il n'y a pas si longtemps de faire un test tous les vendredis en réel. Pourquoi mais c'est très simple, hein, donc c'est pour ça que je dis qu'on va aller vers de l'hybride. On l'a monté, on a fini de faire tous les tests en juin. En mode on passe full dessus. C'était plus ou moins planifié, mais au final on l'a fait en pleine journée, quoi. Donc oui, il marche. Depuis juin, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait plein de mises en prod, on a fait plein d'évolutions, etc. On ne l'a pas retesté entièrement. Donc est-ce qu'il marche réellement? J'ai envie de dire, j'ai pas envie de le savoir. Et donc la réflexion, et on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on passe vers de l'hybride avec un pourcentage de prod sur le PRA toujours. Sinon ça ne marchera pas, on n'y arrivera pas, on sera toujours foiré. Je ne sais pas si c'était la question. Donc voilà. Donc là actuellement, tu as de la réplication de tes machins stateful. Ouais, alors tout à fait. Alors ça, ça dépasse un peu la présentation. C'est pas vraiment lié à Kubernetes, mais ce qu'on a fait globalement, c'est qu'on a toutes les réplications des stateful, donc en gros des bases Postgre plus des bases Mongo, qui sont répliquées vers AWS bien gentiment, tout le temps. Et il y a zéro écriture. Alors, par contre, quand on est en mode PRA, il y a zéro écriture. C'est une plateforme, ça c'est un vrai choix, qui est une plateforme qui est read-only. Bam. Ça devait arriver. Hein. Ça devait arriver. C'est juste sur le chan, il y a Yann2 qui demande pourquoi Alpine au lieu de from scratch, et il n'a pas compris pourquoi du env.json versus des variables dans la conf du déploiement. Les deux en fait. Alors il a pas, du coup je réexplique les deux. Il y a env.json, donc c'est production, je sais pas maintenant production.json. C'est un truc dont on n'a pas forcément besoin de le savoir. Je sais pas, une API key d'un service externe dont je me fous réellement. Donc ça peut être dans l'image de production, dans l'image Docker. Mais de toute façon, nous on se réserve le droit de les surcharger après en variable d'environnement. Alors c'est discutable ce que je dis. Donc ça, c'était la première. Et l'autre, c'était quoi la première question? C'était pourquoi Alpine au lieu de from scratch, et donc du coup le env.json. D'accord, Alpine, pourquoi pas Alpine quoi. Du coup, ça veut dire aussi que tu recompiles Alpine, parce que tu disais que tout était compilé maison. Ah, on prend une base Alpine, ouais, par contre, ouais, ok. Mais ça va. Du coup, apparemment, tu mets des secrets dans env.json? Ça peut. Non mais ouais, ça peut, ouais. Bon, même si c'est moche, ça amène au point suivant. Pas d'utilisation des secrets Kubernetes ou d'un vault ou d'un truc comme ça? Si, bien sûr. Sur les secrets qu'on met, c'est des trucs dont on se fout. Genre je sais pas d'exemple, mais il y a des API key. C'est hyper discutable. Il y a des trucs qu'on met ou qu'on devrait pas, mais de toute façon, on les a partagés à tout le monde. Par exemple, bizarrement, nos mots de passe de base de données sont dans des secrets, ouais. Mais c'est souvent en fait tu sais c'est quoi le distinguo en fait? C'est quand c'est un truc un peu métier sur lequel on n'a pas trop la main et quand c'est un truc infra sur lequel on a la main. Ouais, je vois l'idée. Dernière question, comment tu prononces ton nick? UT0 MT8, mais il n'y a pas de... Oh bordel. Il n'y a pas de magie. Une question, j'imagine que pour le suivi de crash des processus, parce que ça arrive, ouais. Il y a quelque chose, des métriques, ce genre de choses. Ouais. Est-ce qu'il existe aussi un système de collecte de core dump ou d'équivalent? Alors, core dump, non. Ça, c'est un petit peu dommage, en effet. Sinon, on collecte les logs d'avant, les derniers logs avant que ça crash. Mais core dump, non. En même temps, est-ce qu'on a des trucs... parce que on a majoritairement du Go ou du Node.js. Donc Node.js, c'est un peu explicite, ça foire généralement 99% à cause des développeurs, et puis Go aussi. Donc bon. Moi, j'avais une question sur l'autoscaling côté AWS. Yes. Est-ce que ça autoscale vite? Non. Réponse non, pas assez vite. C'est quoi l'ordre de grandeur du coup? Parce que comme tu dis que tu as un seul master et 2 workers. Très clairement, donc on est dans la merde pendant 10 minutes.
hein, soyons très clairs. Et de toute façon, il y a des trucs qui sont pas assez magiques chez AWS. Alors je pourrais faire une conf là-dessus aussi, parce qu'on a beaucoup appris quand on a fait de l'AWS. Même si tu provisionnes tous tes masters, etc., tu vas avoir un autre souci au niveau des ELB, qui malheureusement ne peuvent pas s'auto-provisionner. Les ELB, c'est pas magique, hein, ça scale aussi, sauf qu'on le voit pas. Et il n'y a pas encore d'API, enfin en tout cas elle est en bêta, donc on l'a, mais d'API pour les pré-warmer. Donc en fait on est obligé, si tu veux le faire bien, tu es obligé de pré-warmer tes trucs. Mais par contre, effectivement, ça c'est un choix qu'on a fait par exemple sur les nodes Kubernetes. Malheureusement, on est obligé de souffrir un peu, quoi. Bon. Mais du coup, ce qui est long finalement, c'est le boot de la VM en soi ou... Non, c'est le temps de monitoring de, je sais plus comment ça s'appelle, CloudWatch, parce que tu dois être au minimum à 1 minute, je crois. Et donc voilà, donc ça, t'as le temps, et puis c'est incrémental parce que t'as pas forcément envie de faire x10 directement. Donc ouais, c'est la misère au départ. Ouais, juste une petite question rapide. Le bout de Go que tu as open sourcé pour... comment Yes. Il a un nom Alors je crois qu'il s'appelle External LB, je sais pas quoi. Mais non, mais de toute façon, je vais le mettre en lien. Mais non, il n'a pas vraiment de nom. Ok, merci. Mais en plus, il y a 2 versions. Mais je vais le mettre sur GitHub. Et c'est pareil, tous les petits trucs en mode de Python que j'ai fait, que nous avons fait, on va les mettre sur GitHub. Ça peut aider. Moi j'ai une question. Ouais. Lateralus ou Anima? Anima. Ah. Ma question elle porte sur les environnements de développeurs. Yes. Tu as dit que tu les avais fait passer de Docker Compose à Cube. En fait, on essaye, on est en cours. En termes de puissance nécessaire sur leur machine pour faire fonctionner tous vos trucs, parce que c'est pareil. Ah ouais. Ouais, c'est pareil. API server, tous les trucs, c'est que dalle. Hein. Faut vraiment, on en fait toute une montagne, mais c'est 3 pauvres process. Hein. Ah d'accord. Non. Et puis alors après, bon, on a été gentil, mais on leur a fourni des PC, des PC Dell à peu près puissants avec des SSD, de la RAM, donc ça va. Encore. Et justement, pour revenir aux devs, finalement, pourquoi pas avoir un cluster à dispo pour les devs ou un ensemble de namespace avec des labels sur certains nodes? C'est une bonne question. En fait, ce qu'on appelle, nous, notre environnement de dev, c'est les machines des développeurs. Donc ils ont leur environnement de dev sur leur machine. L'environnement d'intégration, c'est bien le truc, c'est bien un cluster Kubernetes où ils font leur intégration, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on le voit. Donc il en manque peut-être un, je sais pas, mais bon, ça commence à faire beaucoup de trucs là. Bière? Bière? Ouais, bière.